L'émission 942. Cette semaine, Superman, Spider-Man. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez Oui Oui et Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ouais, Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres mangent du multiverse pour le petit déjeuner. Ouais, un petit peu. Ouais, un petit peu. On a eu pas mal dans la BD cette semaine du multiverse. Je vous les présente à l'instant. Ces pipe bombs sont plus impressionnantes que celles de CM Punk. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Ouais. Plus impressionnante, moins en tabarnak. Ouais, peut-être. Ouais. Aujourd'hui, je cherche plus plus mes mots. Tu cherches plus tes mots, tu t'excuses. Ouais, c'est ça. Tu essaies de tisser un lien émotionnel avec l'audience. C'est ça. C'est pas pareil, mais tout aussi intense. Ouais, Simon va être rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine un quart de travail dans une librairie de bande dessinée quelconque à Montréal. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'en ai parlé avant le début de l'émission, on va féliciter notre ami de l'émission, Jamie Souzan. On a reçu à l'épisode 927, c'est la dernière fois qu'il venait à l'émission pour sa nouvelle bande dessinée Migration, une bande dessinée qu'il a publiée chez La Pastèque après plusieurs années d'absence du milieu de la bande dessinée. En fin de semaine, Jimmy a remporté un prix au BDOscosa, le Grand Prix, Québec BD. Donc, bravo à Jimmy, man, qui a travaillé excessivement fort pour son album. Puis bon, écoute, c'est pas juste ici là, qu'il est reconnu. Il est allé en France récemment, puis là, il reçoit un prix. C'est fantastique. Donc, bravo, Jimmy. Comme quoi, tu peux travailler pendant des années puis finalement récolter le fruit de tes efforts. Et c'est mérité. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à Migration. C'est un excellent album. Puis si vous êtes intrigué, l'entrevue de quelques semaines de ça, avant Noël, 927 avec Jimmy, c'est aussi très intéressant. C'est une BD intimiste sur le parcours de ses parents, qui étaient des immigrants haïtiens qui sont venus à Montréal dans les années 70, et comment lui et ses frères ont grandi dans le regard d'une famille d'outre-mer, en fait. Ouais. C'est super intéressant, il se livre beaucoup. Très coloré, très dynamique. On voit toutes les influences de Jimmy dans cette bande dessinée-là. Migration de Jimmy Souzan. Bravo, Jimmy. Excellent. Autre chose que je veux faire passer avant le début d'émission, on a reçu finalement un message vocal. Ça faisait quand même quelques semaines, Simon. Et je m'étais dit, le monde sont passés à travers ça. Ils sont plus intéressés. Mais on a reçu un petit message de Thierry. T'es-tu intéressé de l'entendre? Bien sûr. Allons-y avec le message de Thierry. Salut Benoît. Je viens d'écouter l'épisode sur le livre de Musique Plus. Très bon épisode, très bonne entrevue. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est spécial parce que je venais d'écouter juste avant un épisode de la BBC, là, puis après ça, j'ai switché au mystérieux, puis ce qui m'a frappé, c'est vraiment la qualité du son. Là. Toi, c'était vraiment chaleureux, là, ça sonnait comme une tonne de briques. Vraiment, bravo pour ça, c'est très bien fait. Mais durant l'entrevue, tu as oublié un point très important. T'as pas parlé comment tu t'es retrouvé à Monsieur Net au juste. Moi, je serais curieux de t'entendre parler de ça. C'est-tu parce que le directeur de la station, c'est un fan des mystérieux, puis tu as promis un certificat full-fledged en échange? Je suis bien curieux de savoir comment tu t'es retrouvé là. Merci. Grosse référence. Merci Thierry. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, puis c'est en fait très conscient. Puis pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous invite aussi à aller écouter l'entrevue avec Marie-Lise Rousseau, qui vient de sortir La musique dans le sang, une histoire orale de Musique Plus. Musique Plus, qui était une chaîne musicale spécialisée, qui a été diffusée, qui a existé pendant plusieurs années, de la fin des années 80 jusqu'au début des années, jusqu'en 2019 à peu près, mais même là, c'était rendu l'ombre d'elle-même. Ça a été une chaîne excessivement influente à une certaine époque. Puis Marie-Lise a interviewé des gens, je pense que c'est une cinquantaine de personnes derrière la caméra qui ont contribué. Et j'ai eu la chance d'y parler hier. Puis moi, dans le temps, pour les gens qui ne sont pas au courant, il y a peut-être des auditrices, des auditeurs des Mystérieux Étonnants qui aujourd'hui écoutent le show qui ne le savent pas. Mais il y a de ça très longtemps maintenant, j'ai participé à une émission phare de la station qui s'appelait Monsieur Net, Mnet, pour les intimes, animée par le grand Denis Talbot. Et j'étais chroniqueur BD et cinéma. Et je voulais pas en parler vraiment durant l'entrevue. Je pense qu'on l'a mentionné 2 fois parce que je voulais vraiment pas ramener juste ça. Moi, je trouve que le travail de Marie-Lise est vraiment exceptionnel. Mais oui, ça me fait plaisir. En fait, c'est drôle, mais ça vient de Twitter.
Twitter était pas un feu de poubelle dans le temps. Il y avait une belle communauté de geeks montréalais qui étaient actifs là-dessus. Et comme j'étais actif à cause du show des Mystérieux, ben j'interagissais beaucoup à l'époque avec cette communauté-là qui était vraiment très swell. Et par la bande, j'ai commencé à être ami avec François Messier, qui était jadis je pense que ça s'appelait comment déjà? Pas la revanche des geeks. Ah mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, c'est stupide, mais il y avait un podcast avec mon ami Benoît Gagnon qui animait sur la nouvelle technologie. Je les ai rencontrés comme ça et les deux étaient collaborateurs jadis à Monsieur Net. Et je pense que par les interactions, éventuellement, Denis a dû voir que j'étais là, puis il a écouté le show, puis il m'avait envoyé un message à un moment donné directement par Twitter. Hey, ça te tenterait-tu de faire de la télé? Puis j'étais ben oui, sûrement, je veux dire, bien sûr. J'avais quand même ces aspirations-là jadis. Et ça a pris quand même quelques semaines. J'ai pas, je pensais que finalement, il avait oublié. Oui, il était passé à autre chose. Et à un moment donné, j'ai reçu un message, je pense que c'est Claude Arson qui était le recherchiste principal de l'émission. Il m'a demandé de venir faire un tour directement à leur bureau qui était situé jadis c'était au coin Bleury et Sainte-Catherine, le fameux studio directement à Pignon-sur-Rue sur Sainte-Catherine. Un studio qui est tout à fait iconique. Et je suis au 3e étage avec Denis, il y a Claude qui est là, il y a Momo qui a été réalisateur du show pendant énormément d'années. Et je leur parle d'une conversation. En fait, il n'y a pas vraiment d'audition. Puis je m'aperçois à un moment donné que, OK, puis j'ai même posé la question. L'analyse des geeks, merci Étienne, c'est l'analyse des geeks, le podcast de François Messier et Benoît Gagnon. Puis là, je m'aperçois, OK, je suis engagé. Ben oui, tu vas commencer la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Et ça a été aussi simple que ça. J'ai pas passé d'audition, j'ai pas fait de screen test. Ce qui était, je pense quand que même, hein? Ouais, ça m'a comme impressionné. Puis dans le livre, justement, de Marie-Lise, elle en parle beaucoup. Que, tu sais, habituellement, même des gens de la station, quand ils finissaient par passer de l'autre côté de la caméra, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient à l'intérieur, qui ont fait le saut devant la caméra, ben ils faisaient des screen tests. Je sais pas pourquoi ils m'en ont pas demandé. Et ma première chronique, c'était sur le revamp de DC Comics à l'époque, qui était le New 52. On repartait tout à zéro. On essayait d'aller chercher un nouveau public. C'était en 2011, ça fait quand même très, 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 très longtemps de ça. Là. Ça fait 16 ans de ça. Puis ça a été une super belle expérience parce que Benoît Gagnon était sur le plateau alors que c'était ma première expérience télé. C'était vraiment surréaliste. Dans la loge, il y avait les grandes gueules qui étaient là, qui passaient au show de Catherine Pagona. Puis je me souviens d'avoir parlé de Thor avec eux. Puis je pense que j'avais vu le film récemment. Puis je parlais à quel point j'avais trippé là-dessus. Puis c'était cosmique. Blablabla. C'était une expérience surréelle. Puis ça a été dans les plus belles expériences professionnelles de ma vie et personnelle. J'ai encore des amis de ce plateau-là, Ian Richards, Frank, Benoît Gagnon. En fin de semaine, je parlais à Lynn Boutillette, qui était une chroniqueuse aussi de l'époque, qui a fait un papier récemment d'ailleurs sur le livre de Marie-Lise. Et ouais, ça a été une super belle expérience. J'étais crissement stressé, j'ai pas aussi tant profité que j'aurais pu en profiter de cette expérience-là. Et comme ils disent dans The Office, j'aurais aimé savoir que c'était le bon vieux temps alors que j'étais dedans, tu sais. C'est toujours après qu'on s'en aperçoit. Mais ouais, ça a été super. T'sais, pas longtemps après, j'étais là à la 2000e. Je pense que j'avais fait 2-3 shows. C'était complètement weird que je sois là. Mais belle expérience. Je referais ça n'importe quand. C'était de la télé qui en s'en fait plus au Québec. Une formule qui était très authentique aussi. Denis, il voulait pas qu'on fasse semblant. Si on savait pas quelque chose, il voulait qu'on le dise. Et il disait, anyway, le monde à la maison va le sentir. Invente pas n'importe quoi. Ouais. Et comme plusieurs personnes sur l'émission, c'était pas des gens qui aspiraient à être dans les médias. Il n'y avait pas vraiment de compétition entre les chroniqueurs. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que la camaraderie a pogné. D'ailleurs, dans les meilleurs moments, je vous dirais que dans le green room, quand on se faisait maquiller, là, c'était probablement là où le show était plus intéressant encore que ce qui était diffusé en nombre. C'était quelque chose. Il s'en est dit des affaires dans ce green room-là. Fait que voilà, Thierry, c'est ça l'histoire de Monsieur Net. Et j'étais là jusqu'à le dernier épisode. Ça a été très, 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 très émouvant. On a tous pleuré beaucoup. Puis on est parti de là, mais j'ai fait un passage très inaperçu, en fait, parce que quand la station ferme en 2019, j'ai même pas été invité au party de fermeture. Je pense que c'est correct. T'as quand même continué avec Denis un peu à son podcast chez eux. C'est chez Radio Talbot, qui fait encore d'ailleurs. Tu sais, ça, on l'oublie, mais Denis, c'était quand même un des pionniers du podcast au Québec. Là, il faisait ça dans le temps que je sais même pas s'il archivait ses épisodes. Les fils RSS pour les podcasts n'étaient pas sortis. Puis à ce jour, il fait ça 4 jours semaine. Donc, je pense 4 jours semaine. Je ne sais pas s'il en vit, en génère un montant, c'est sûr. Mais il a fait un 180 sur sa carrière. Il passait d'avoir une équipe à
à lui tout seul qui s'occupe du stock, le matériel, la diffusion, les fichiers sources, qui est énormément de travail. Fait que chapeau à Denis. Ouais, fait que c'est ça l'expérience. Puis merci pour le commentaire concernant le son, Thierry. Je suis bien content. Écoute, on n'a pas énormément de moyens au Mystérieux. Puis on fait que les moyens du bord. On a de bon équipement pareil, là, ça c'est certain. Mais j'essaie tout le temps de garder ça excessivement simple pour que ça soit pas trop compliqué, mais aussi pour que le son soit à son meilleur, considérant qu'on n'a pas énormément de moyens. Sinon, un type d'appareil à la maison aussi. Tout le monde a un appareil à la maison qu'ils peuvent utiliser pour essayer de maximiser. Oui, parce que là, pour ceux qui nous écoutent, je ne suis pas en studio, je suis à la maison. Oui, et voilà. Fait que c'est ça. Et ça sonne aussi bien. Ça sonne très bien. Moi, je trouve que ça sonne très bien. C'est nos voix aussi, tu sais. On a des voix... des voix suaves. Oui, c'est ça. Moi, elle est un peu nasillarde aujourd'hui. Je pense que je couvre un rhume. Peut-être pas un rhume, mais la fin d'un rhume. Fait que c'était bien fait de rester à la maison si t'es malade. Ouais, ben c'est pour pas combiner les virus. Hein. Ouais, moi, j'ai des maux de tête et des hauts de cœur. Fait que je suis resté ça va chez bien. nous. Ça va bien. Les mystérieux en quarantaine. C'est drôle parce que tu me rappelles qu'à cause de Monsieur Net, j'ai genre fait la seule... Le plus proche que j'ai fait d'un number en humour. Comment ça? Je sais pas si tu te souviens, il y avait comme c'était comme un Monsieur Net live pendant un événement. Puis il avait demandé à du monde de faire comme des... Il y avait des humoristes, puis moi, il m'avait demandé de faire de quoi? Ouais. Parce qu'il nous avait vus au Comic-Con, puis j'avais fait une chronique sur un film, je pense sur Puma-Man. Je pense qu'il était venu à notre 400e ou 500e, ça se peut-tu? C'était à un... je pense que... En fait, c'est parce que c'était ma chronique que j'avais faite au Comic-Con. De Montréal? Ouais, je me souviens pas lequel. Puis je pense que c'était sur Puma-Man. Puis je l'avais refaite là. Mais tu sais, j'avais lu mon texte, là, tu sais. Ouais. Mais c'était comme bizarre parce que je me souviens d'être backstage avec Yannick Martineau. Ça se peut. Quelque chose de genre. En tout cas, j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Moi, Yoann aussi avait fait une chronique. Je sais pas si c'est la même journée, mais il avait réutilisé sa chronique dans laquelle il y a eu Superman. Là. Je sais pas si c'était la même journée, mais il avait fait une chronique aussi. Je pense que c'était dans le cadre du... je cherche mes mots aujourd'hui, là, l'événement qui était alternatif plus pour les débutants de Juste pour rire. Là. Ça se peut, ouais, oh boy. Sacrément les mots aujourd'hui. C'est pas Comédia, mais une autre affaire. Ouais, cette affaire-là. Fait que puis il avait présenté, parce que Denis l'avait vu lors d'un spécial Les Mystérieux Étonnants, puis il avait présenté sa chronique sur Superman, dans laquelle il expliquait pourquoi il sait Superman, qui était très bonne d'ailleurs. Ouais. J'avais bien aimé ce qu'il avait fait dans le cadre du show. Puis moi, je me souviens que le premier épisode, j'étais un peu pris de court, je savais pas quoi dire, j'ai pas tant participé. Le deuxième, je me suis surpris, parce que c'était 2 shows back-à-back. Puis une des personnes qui s'occupait de la salle, c'était Mathieu Niquette, dans le temps que je le connaissais pas beaucoup. Il travaillait pour Juste pour rire à l'époque. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis c'est le Zoo Fest, merci. Étienne il va nous souffler les mots tel un gars au théâtre aujourd'hui, dans le chat. Puis Momo avait réalisé la captation. Momo, le réalisateur de Monsieur Net, pendant longtemps, avait réalisé la captation de ce show-là. Puis je pense que c'était après... C'était-tu après Monsieur Net ou c'était peut-être l'avant-dernière saison? Pendant. Je sais que j'ai ma première chronique sur DVD. Ouais, je pense que c'est toi qui me l'avais répé. Ouais. Fait que ça, mettons, je te redonne le DVD pour que tu me retires le fichier. Es-tu capable? Sûrement. Parce que je vais te faire ça, parce que j'ai pas de DVD. Oui, je suis capable. C'est pas compliqué. Considérant que t'as tous les médias à la maison. Là. Mais merci Thierry, merci pour la question, merci d'avoir permis de pouvoir l'adresser. Puis aller lire le livre de Marie, c'est vraiment super bon. Qu'est-ce que t'as, Simon? Toi, t'arrives avec quoi cette semaine? Moi, j'arrive avec un changement de médication qui m'affecte un peu. Mais j'ai aussi... je vais commencer par une liste des sorties 4K du mois d'avril 2026. Tu vas couvrir le mois encore une fois, c'est ça? Ouais. Donc, on commence avec le film Frankenhooker en 4K, qui sort sur Synapse Film, un film de 1990 par Frank Henenlotter, qui a réalisé Basket Case 1, 2, 3, ainsi que Brain Damage. Et c'est un docteur qui perd sa fiancée dans un accident de tondeuse. Il la ramène à la vie avec des parties de corps de prostituées droguées. Donc voilà, c'est ça en 4K. Et je voulais juste mentionner que en français, le titre s'appelle Frankenguidon.
C'est pas Franklin Guidoun? Ben, c'est Guidoun, mais là, j'ai la VHS ici, puis tu vois, c'est juste, ça finit par UN. Fait que... OK. Parce que je me souviens que tu m'en avais parlé de ce film-là, puis t'appelais ça Franklin Guidoun. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils voulaient qu'on appelle ça de même, mais qu'ils l'ont mal écrit. Fait que, elle est en bel état, ta copie VHS de Franklin Guidoun. C'est surprenant. Ouais. C'est pas ce film-là qui fait exploser, d'ailleurs, les madames dans... Il injecte, je pense, un produit, puis là, après, il récupère les bras, puis les jambes qui restent. Ouais, c'est ça. C'est du grand cinéma. Un grand cinéma, en 4K en plus. Ouais. Un autre film, c'est le film Mandroid, qui sort juste en Blu-ray par contre, mais c'est sur Full Moon Features. Film de 93 où, il me semble, c'est un gars en chaise roulante qui contrôle un cyborg. Là. Donc, c'est ça. Ouais. Sinon, Meatballs 4. Le 4? Qui sort sur MVD Rewind Collection, un film de 92 avec Corey Feldman. Mais l'affaire, c'est que c'est exclusif à des sites de distribution de films américains. Fait que, genre, j'ai voulu peut-être me l'acheter, puis là, j'ai fait non, je commanderai pas des affaires qui vont me coûter une fortune. À cause des tarifs. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai laissé faire ça, mais sachez que ça existe. Mm-hmm. Sinon, il y a Kino. Les prochaines sorties, c'est ceux de Kino Lorber. On a The Phantom avec Billy Zane, qui sort en 4K. Oui, ce fameux film. Fait dans la lignée de Hey, il y a Batman qui pogne, c'est un héros des années 30. On va faire The Shadow, puis on va faire The Phantom, puis Rocketeer. The Rocketeer, oui, c'est vrai. C'est très apparent quand tu écoutes The Shadow que c'était une pâle copie de Batman. C'est assez gênant, en fait. Ce film-là n'a pas d'identité. Il est beau, moi je l'aime. C'est pas un film qui est parfait, mais non, il y a un charme. Il y a un charme, mais la production, c'est vraiment calqué sur le Batman de Tim Burton. Oui, le Gotham. Exact. Sinon, on a le film Runaway Train, un film de 85 avec Eric Roberts et John Voight. Une production de Canon, mais écrit par Akira Kurosawa. C'est un drôle de film, ça. Je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2-3 ans. Puis je pense que c'est des prisonniers qui s'évadent dans un train, puis là, le train n'est pas capable d'arrêter. C'est quand même pas pire. Express en péril. Mais un petit peu plus sérieux. Sinon, on a Remo Williams de Adventure Begins de 85 avec Fred Ward et Joel Grey en Yellowface, ou un policier qui meurt, qui se fait blesser, puis là, il se fait faire de la chirurgie plastique, puis là, il devient un super-héros. Puis le gros combat final qui se passe à la Statue de la Liberté, mais pendant qu'elle était en rénovation dans les années 80. Fait que, c'est ça. Sinon, on a le film Death Ship de 1980 avec George Kennedy, un film de fantômes sur un bateau. C'est un sous-genre, il faut le rappeler. Ouais. Et on a aussi le film Stone Cold avec Brian Bosworth, où c'est un policier vraiment trop cool avec une longueuil qui intègre un groupe de motards dirigé par Lance Henriksen, et ça explose en tabarnak. Il en a fait des films, Lance Henriksen, ça n'a juste pas rapport. Oui, mais il est toujours il est présent, tu sais. Oui. Il se donne. On l'a vu avec le film qu'on a écouté il n'y a pas si longtemps. Où est-ce que le truc possédé, le Colin? Oui, The Visitor. The Visitor. Oui. Là, il y a... Yes, sir. Juste pour s'en mettre dedans. C'est comme tout le temps un petit baume au cœur. Oui, c'est vrai. Ce thème-là. Sinon, il y a Criterion qui sort Point Blank, qui est un film des années 60, en fait de 67, de John Borman, qui est celui qui a fait Excalibur, mais qui met en vedette Lee Marvin. Et ça, c'est, je pense que c'est la première adaptation du roman de Parker. Je sais pas, tu te souviens qu'on avait lu une BD basée sur la série de romans? Oui. Mais ça, c'est comme le film
OK. Je savais pas qu'il y avait eu des films parce que l'auteur, à l'origine, était très, très, très frileux d'adapter ses romans en quelconque produit dérivé. Non, mais il y a eu beaucoup de... Finalement, il y a eu beaucoup de films parce qu'il y a celui-là. Il y a un avec Mel Gibson qui s'appelle, je me souviens plus le nom, mais c'est la même histoire. Puis il y a eu une version avec Jason Statham aussi. C'est drôle parce que j'ai écouté, il y a une chaîne là, que j'écoute sur YouTube qui est super bonne qui s'appelle Matt M.O.T. avec 3 T, TTT. Okay. Ce gars-là, il est spécialisé en comic book. Tu sais, vraiment l'histoire du manga américaine. Sa livraison est super bonne. Il est excessivement renseigné. Puis il a fait un épisode sur, justement, ce que tu viens de mentionner, Parker, puis l'adaptation qui avait été signée par Darwin Cook. Mm-hmm. Puis l'auteur était, dans ce qu'il en parlait, c'est qu'il était très, très frileux. Je me demande s'il n'est pas devenu frileux à cause des adaptations ou quoi que ce soit. Peut-être. Mais il y avait une super de belle relation avec Darwin Cook parce qu'il trouvait que c'était une des belles représentations de son roman en autre chose que l'œuvre originale. Ouais. Sinon, il y a Monty Python's Life of Brian qui sort sur Criterion aussi, qui est sorti au début du mois. Donc, c'était parfait pour Pâques. Parce que c'est l'histoire du gars qui est né à côté de la grange de Jésus. Et fait que c'est comme une espèce de parodie critique de la religion et c'est un excellent film de Monty Python. D'ailleurs, Jésus me glisse à l'oreille que Payback était l'adaptation avec Mel Gibson, mais qui ont changé les noms des personnages. Et ça, c'est Jésus Bronto, Dan, qui nous le dit dans le chat. Merci, c'est ça. Puis peut-être que Point Blank aussi, je me souviens plus bien, mais tu sais, c'est comme la même histoire, mais on change les noms. Les noms. Sinon, il y a Cult Epic qui va sortir un film qui s'appelle Girls, un film de 1980 réalisé par Josh Jacken, qui est le gars qui a réalisé les Emmanuel. Est-ce qu'il a réalisé Black Emmanuel? Non, c'est ça. Il n'a pas réalisé les Emmanuel italiens, mais il a réalisé les originaux. Au moins le premier. Mais celui-là, il m'intéresse parce que il est tourné à Montréal en 1980. Et il y a entre autres Louise Marleau et Léo Lilial. Puis c'est un genre de coming of age à l'ère disco à Montréal avec des actrices françaises. Fait que je suis comme curieux. Sinon, écoute, je savais pas que Montréal était lié quelque part à l'univers d'Emmanuel. C'est pas... c'est juste réalisé, là. C'est pas Emmanuel. OK. Sinon, il y a Arrow Video qui sort Inner Space de Joe Dante. Ah, ça, c'est bon, ça. Ouais, en 4K. Excellent Joe Dante avec Martin Short qui se fait... Non, lui... non, c'est vrai, c'est Dennis Quaid. Dennis Quaid qui se fait rentrer dans Martin Short. Une version miniature de Dennis Quaid dans Martin Short. Et non, moi, c'est un classique de mon enfance, J'adore ce film-là. D'ailleurs, en parlant d'enfance... Wow, il est déjà là! Oui, il a été vite. C'est ça à cause qu'il y a moins de neige? Ah, parce qu'il est en vélo. Ben voilà, j'ai sorti mon bike. Ah, t'es en vélo maintenant, c'est vrai. L'été j'ai le cul tout rond. Ah ben, Vous savez tout, l'envers du décor. Ben, ce qui est le fun, c'est contrairement à Phil la marmotte, ça, c'est sûr, quand Laurent arrive, le cul mouillé, c'est un signe que l'été est arrivé. Ouais. Pas sûr que je suis capable de voir mon cul mouillé, alors que Phil peut voir son nom, lui. Le but est qu'il est mouillé. C'est pas que tu puisses le voir. C'est pas pareil. Bon. On peut toujours voir son cul mouillé. Moi, je le vois. Lève-toi donc, montre-le dans la caméra pour tout le monde. Là. T'es pas obligé de faire ça. Non, fais-le pas. Ah oui, il y en a Steve, raison. Oh mon Dieu, je pensais que tu niaisais, mais... Ben là, vous pensez quoi? Ben là, je suis désolé, tu vas être humide d'un bout. Là. Ben, c'est ça. Wow. Écoute, ça me prendrait des garde-boue. Depuis une couple de mois. Ben à commercial mystérieuxétonnants.com si vous avez des garde-boue qui traînent. Oui, Ben à mystérieuxétonnants.com ou laissez-nous un message vocal. C'est Thierry ce matin tantôt. Fait qu'on va. Où est-ce qu'on peut récupérer ça? Garde-boue. Je sais pas. Ben, au magasin de vélo, sûrement. Combien ça coûte, ça? Sûrement cher. Arrête d'acheter des BD. Ouais, tout coûte cher maintenant. Ouais, tu prêtes tes une coupe de BD puis tu peux faire un garde-boue avec ça. Ouais, mais c'est du papier, ça va pas faire long feu le garde-boue, là. Ben, prends une couverture laminée, je sais pas. Ouais. Non, mais tu l'entoures de papier, puis après tu le vernis, genre.
Ouais, c'est ça se fait, ça. Ouais, ça se fait, t'as un mais du vernis puis des BD, ça va me coûter plus cher. Moi, je pense qu'il y a un épisode de Crafty Ben là-dedans. C'est un projet là-dedans. d'art. Oui, c'est ça. C'est de l'art. De l'art. Ouais. Si je pourrais mettre les pages, là, les cartonner, puis les mettre dans ma roue pour que ça fasse tac. Ah ouais, On pourrait entendre ta venue. Ouais. C'est drôle, hein, parce que quand la porte s'ouvre, là, moi je t'entends, je pense pas que les auditeurs auditrices t'entendent, mais je me dis tout le temps, est-ce que c'est Laurent ou c'est là où je meurs? Ouais, vu la journée et l'heure, tu peux avoir Les chances un bon sont guess que oui, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ou tu sais, c'est là que tu meurs, mais peut-être je viens de sauver 5 minutes après. 5 minutes après, ou tu trouves mon corps et c'est toi qui est blâmé. Hey, t'imagines, j'arrive là, puis là, genre, t'es mort devant la caméra, puis moi, je suis devant la caméra. Exact. C'est pas. J'ai rien fait. Simon, Puis, il est passé moi- chez lui. Genre, Non, même pas. Je regarde, là, puis je parle tout seul. Il a là. continué le show. Fait que là, Magneto, il a dit Je me ferai pas avoir par une mise en scène. C'est ça que je vais c'est ça. me dire. Tu sais, Maudit, là, c'est ça qu'on avait prévu pour dans 2 semaines. ça serait un bon show Ça serait un d'Halloween. très bon show d'Halloween, oui, c'est ça. Un show thématique. Fait que de quoi on parlait, là? On parlait des sorties 4K. ouais, c'est ça. Puis là, je suis rendu à le fameux film Soldier de Paul W.S. Anderson avec Kurt Russell qui sort sur Arrow Video que je n'ai jamais vu et qui m'intéresse pas. Voilà. Je sais pas pourquoi j'en parle d'abord. Il y a le Shout Factory qui sort dans leur série Hong Kong Cinema Classics, le coffret des 2 Tiger on the Beat. Le premier film est avec Chow Yun-fat qui était excellent. Et il me semble que c'est là-dedans. Hein? C'est-tu là-dedans qu'il y a une bataille de chainsaw à la fin? Ouais. Ouais, Une c'est bataille ça, de Chainsaw. Puis c'est dans celui-là aussi que Chow Yun-fat, il tire du shotgun au bout d'une corde. Là. Oui, il pitch. Genre, il pitch son shotgun qui est au bout d'une corde. Fait que, tu sais, lui, il reste caché, mais il pitch le shotgun, puis en tirant dessus, ça tire sur la. Ah, wow. ouais. Ah, Ouais, ok. c'est quand même spectaculaire. Mais ça. Ok. Donc, on a ça qui sort en 4K. Sinon, il y a le film Conquest de Lucio Fulci, sorti en 83, c'est son film fantastique, fantasy, là, un peu à la Conan et tout. Je pensais qu'il avait surtout fait de l'horreur, lui. Surtout, mais il a quand même essayé d'autres choses, dont ce film-là avec Jorge Riviero. J'ai vu ça il y a très longtemps, j'avais acheté le DVD. Et c'était très moody. C'était surprenant pour du Lucio Fulci. Ben, non, Lucio Fulci, ça peut être moody, mais pour un film fantasy, tu sais, c'est vraiment très lent et très nuageux, je dirais. Je pense que de ce que j'ai vu de lui, si je le transpose dans un univers qui est médiéval fantastique, je peux comprendre que c'est slow puis qu'il y a un petit peu de brume. Ouais. Je me souviens pas, par contre, s'il y a des yeux qui se font péter comme dans ces films d'horreur. Oui, c'est vrai que ça Il y a une fascination avec ça. Ouais, les yeux, oui. Puis sinon, il y a le film Student Bodies, un film, non, pas la série télé, un film de 81 qui est une comédie d'horreur qui sort sur Terror Vision. Donc ça, c'est la liste pour avril. Il y a aussi les sorties de Vinegar Syndrome, mais ça, j'ai décidé de les garder pour une prochaine fois. Il y a quelques trucs intéressants, mais on reviendra là-dessus. Parfait, merci Simon. Mais on va y aller avec Laurent, justement, qui vient de se joindre à nous. Ça va être parfait, ça. Salut, c'est moi. C'est toi, Laurent. Allô, Laurent. Allô, Laurent. Salut, ça va? Ouais, ça va. Oh, ça... Simon, ça roule moins un peu. C'est moins bon pour lui aujourd'hui, mais Ouais, ça va. C'est un long printemps, hein? Oui, il finit de pas commencer. Ouais, c'est ça. Kevin Bacon, Ouais. S'il vous plaît. c'est un acteur. Ben oui. Euh, C'est aussi un produit. oui. Ouais. Moins Kevin. C'est aussi un album de Rouge Pompier où on les salue. Ah ouais, cool. Ouais. C'est aussi une chanson de Vidéoville. Ah, ouais. Juste Kevin Bacon? C'est quoi déjà le titre au complet? Ouais, Je me parce que souviens même pas. d'habitude, les tunes de Vidéoville, ils ont des plus longs noms que ça. Kevin Bacon Ouais. va au centre d'achat boire une petite bière avec Roger Genre. Brulotte, une affaire de même. Je pense que il me Ça semble prendrait que genre un name generator de chansons de Vidéoville. Là, genre plein de tout ça, pop de même. Là, ça serait bon, ça. Ouais, je pense que le titre, c'est Kevin Bacon ou se flatter la bédaine, comme on dit. Ah, Ouais, tu vois, ouais. c'est très Vidéoville Core. Ouais, voilà. Vidéoville, disponible sur Spotify.
Oui, sur Bandcamp. Bandcamp acheter aux albums. Variety nous apprend que Kevin Bacon a signé pour être dans un pilote sur Hulu. Un pilote qui est comme un épisode 1 d'une série qui va peut-être continuer ou pas. Ça, là, c'est pas le remake de Buffy. Je ne veux pas l'entendre. C'est pas le remake de Buffy, mais sache que c'est basé sur un comic book dont nous avons parlé au Mystérieux Étonnant dans l'épisode 408. Oui, je m'en souviens. Il y a de ça 9 ans. Hein? Es-tu excité? Ah, j'étais full excité. Je parle de Southern Bastard. Ah, oui. De Jason Aaron et Jason Latour, je pense. Ouais, c'est comme ça que j'ai découvert Jason. Les deux Jason. Les deux Jason. Fait que qui était une série de Vertigo, si ma mémoire est bonne. Oui. Ou non, de Image, en fait. Image, quand on va aller, tu vas jouer avec checker ça. Où, en gros, un gars retournait dans son village d'origine, un trou perdu, à la recherche de son père, puis il mettait le pied dans un nid de... En tout cas, ça se passe mal, son comeback, puis il doit se traîner un bat de baseball avec des barbelés alentour pour régler ses problèmes. T'as raison, c'est Image Comics, je pense qu'on mélange avec Scalp, qui était disponible chez Vertigo. Ouais, qui avait quand même une esthétique, puis un programme similaire quand même, c'est vrai. Fait que il y a ça qui s'en vient, ça va être réalisé par Reynaldo Marcus Green qui a réalisé le film King Richard, le film pour lequel Will Smith a gagné l'Oscar du meilleur acteur 4 secondes après avoir sacré une claque à l'autre. Et ça, c'est tellement weird quand tu repenses à ça. C'est très weird, mais qui a aussi réalisé le téléfilm qui s'en vient genre là du Punisher. One Last Kill qui sort, qui va être directement sur Disney+. Ouais, juste après que Daredevil saison 2 va finir, j'ai bien compris. C'est à la fin du mois. Fait que ce gars-là va aussi réaliser le pilote pour Hulu. Je sais pas s'il va continuer. Puis les deux auteurs sont quand même producteurs exécutifs, dis-je, sur le projet. Fait qu'ils auront quand même leur mot à dire, I guess, dans l'affaire. Fait qu'on peut s'attendre à ce que ça soit quand même solide. Moi, j'avais lu le premier trade, mais j'ai jamais continué la série. Il joue le rôle principal ou il joue ce qu'on sait? J'ai cru comprendre qu'il joue le rôle du gars qui revient en ville. Fait que, ouais, le gars principal. Okay. Mais en tout cas, j'ai vu d'autres nouvelles qui disaient que c'était peut-être le père d'eux. Fait que parce qu'il est rendu un peu plus vieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, je sais pas lequel des deux, mais il y a un gros rôle quand même dans les deux. En espérant que ça obtienne Kevin Bacon. C'est comme une c'est ça. Il était tellement bon dans le Guardian of the Galaxy Christmas Special. Il jouait lui-même. Oui, il était lui-même. Oui, il jouait Kevin Bacon. Ouais. Merci, Laurent. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les gars, d'un beau dégât? Puis je dis pas un beau, le BAU, puis un dégât. Un beau dégât. J'en fais plein. Un genre de restaurant. C'est genre des dépanneurs à New York. Ah oui, ça s'appelle des beaux dégâts. C'est aussi le nom d'une nouvelle organisation à but non lucratif qui s'appelle le Brooklyn Organization Dedicated to the Endurance of Graphic Arts. Fait qu'ils ont appelé ça Bodega. Wow, OK. Ouais, c'est assez long. Ça vient d'être fondé par des éditeurs, des créateurs, des leaders d'industrie du comic book, incluant James Tynion DeFort, qui était un auteur dont nous souvent parlé à l'émission, qui a créé son studio Tiny Onion, et Bryce Gould, qui a été entre autres à la tête de Comixology dans le temps. Les deux sont coprésidents de cette nouvelle organisation-là, qui a pour but de mettre en valeur les artistes de Brooklyn, mais aussi d'ailleurs, mais principalement de Brooklyn. Et là, ils vont avoir plein d'initiatives au courant des prochaines années. Et la première, c'est un congrès qui s'appelle le Brooklyn Expo of Comics, qui va avoir lieu, les 15 et 14 novembre prochains à Williamsburg, à New York. Donc, c'est vraiment dédié vraiment spécifiquement à Brooklyn, mais on inclut aussi des gens de l'extérieur. Et durant l'événement, il va y avoir la remise d'un nouveau prix qui s'appelle le Bodega Comics Art Trophy et aussi la publication d'un premier numéro d'un genre d'annuel, une espèce de magazine annuel, le Brooklyn Annual of Graphic Devoted Literature. Ils sont bons pour les longs noms. Donc, c'est une espèce de publication dédiée à l'art graphique de Brooklyn. Puis, durant l'année, il va y avoir d'autres activités, des expos, des programmes éducatifs, des sessions de lecture avec des auteurs, des autrices, des bourses et des projets communautaires. Ça a l'air assez intéressant. Ça a l'air aussi très, très, très ambitieux. Si vous voulez aller voir l'entièreté de ce qu'il propose et de ce qui s'en vient du côté de Brooklyn, le site internet, c'est Bodega Comics avec un S.org.
on va garder un œil là-dessus. Le but n'est pas que ça devienne comme un genre de congrès à la style Comic-Con, WizardCon. Ils veulent, je pense, garder ça un peu plus petit, mais vraiment dédié au comic book, dédié au roman graphique versus ces congrès-là qui deviennent un peu... il y a plusieurs choses qui s'y retrouvent. Même le Comic-Con de Montréal, il n'y a plus beaucoup de comics. Non, mais c'est pas malheureusement ce qui attire les gens, semblerait, à Montréal, mais il y a encore un petit peu de comics puis de bande dessinée au moins. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas dédié au comic book. Puis là, ça semble être vraiment dédié à l'art du comic book. Donc, bodegacomics.org pour plus de détails. Simon? Je peux vous parler de 3 films que j'ai regardés dernièrement. Je dois avouer que mon mois de mars et début avril, c'est pas des mois où j'ai fait des grosses découvertes super intéressantes. Ouais. Fait que les films que je vais vous parler sont un peu décevants, mais écoute, fallait que je parle de quelque chose. Oui, dis de même, hein? Ouais, c'est ça. We gotta do what you gotta do. Exact. Donc, j'ai écouté un film qui s'appelle Strip Search, un film de 97 mettant en vedette Michael Paré, Pam Grier, mais aussi Caroline Néron, Lucie Laurier, Roch Lafortune et Jean-Guy Bouchard qui jouaient dans le Club des 100. Ouais. Toi, t'écoutes ça puis tu te dis après, les films que j'ai regardés sont décevants. Il y avait Lucie Laurier. Hein, fait que... écoute, c'est 97, Lucie Laurier était un peu trop jeune pour... mais Caroline Néron, qui était présente. C'était un drôle de film où Michael Paré joue un policier, le prince de la brigade des vices. Puis là, pour régler la dette de son frère, il décide d'accepter un job de protéger Caroline Néron contre des méchants. Mais là, finalement, Caroline Néron est peut-être méchante elle aussi parce qu'elle veut retrouver sa belle-fille qui est jouée par Lucie Laurier, qui est devenue... qui est comme poignée dans le underbelly de Montréal. Même s'ils nous disent pas que c'est Montréal. Le underbelly de Montréal. C'est les foufs. Non, c'est la ville souterraine. Là, les vieilles toilettes des fous. Les vieilles toilettes des fous. Les souterraines sont au centre des films. Oui, c'est ça. Il paraît qu'il y a le fantôme des anciennes toilettes des foufs qui hantent encore les foufs et ceux qui fréquentent la place. Puis, c'est ça. Pam Grier, c'est comme sa collègue, sa partner, mais pas vraiment. Puis, elle est comme là. Elle apparaît des fois, puis elle disparaît, puis t'es comme... Pourquoi t'es pas là tout le temps? T'es Pam Grier, ça serait cool, mais non. Ouais. Au final, c'est un... Écoutez... T'es pas obligé de dire que c'est bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon, mais c'était quand même intéressant juste côté casting, parce que quand je l'ai vu que c'était ça le cas, j'ai dit, il faut que j'écoute ça. Ouais. Et finalement, j'ai fait comme bouf. C'est pas nécessaire. Non, c'est ça. Surtout l'espèce de punch que Caroline Néron, finalement, ce serait un homme, puis c'est comme joué. C'est vraiment mal amené et mal... tu sais, évidemment, la délicatesse de 97 sur les sujets comme ça, c'est pas facile. Ouais. Mais bon, c'est ça. C'est... Écoutez, c'est vrai, il y a aussi Daniel Do. Vous vous souvenez de Daniel Do? C'est qui ça déjà? Passe midi, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Okay. Oui. Qui se fait tirer une balle dans la bouche. Fait que, je m'attendais pas à ce qu'on parle de lui aujourd'hui de cette façon. Ouais, non plus. Sinon, pour... continuer un peu dans les films décevants. Ça, c'est parce que en fin de semaine, j'ai enregistré un épisode de Slow VHS, mon 4e, et j'ai pris une tablette qui était plus de la sci-fi. Puis il y avait plusieurs films que j'avais pas vus. Puis là, j'ai reçu du monde chez nous samedi, puis j'avais une pile, puis on a décidé, on va écouter un de ces films-là. Puis le film qu'on a écouté semblait être le fun, mais finalement était juste très ennuyant. C'est Class of 1999 2 de Substitute, un film de 94. Il y a eu le premier qui s'appelait Class of 1984. Il y a eu le deuxième, Class of 1999. Le premier, c'était les méchants, c'était des punks, puis c'était trash, c'était canadien.
Écoutez, c'est pas mon genre de film, mais il y a une bonne réputation. C'est ça. Il est quand même culte. Ouais. Le deuxième, Class of 1999, était entre autres avec Pam Grier, et c'était des professeurs qui sont des cyborgs. Et qui prennent le contrôle d'une ville, pas d'une ville, mais d'une école où il y a des jeunes punks et des délinquants. Donc, c'est comme un univers, mais par nom seulement. C'est ce genre de franchise-là VHS. Oui, vraiment. Mais là, celui qu'on a écouté, Class of 1999 2, qui est la suite de l'autre, parce qu'on parle encore de cyborg. Mais là, c'est avec Sacha Mitchell, qui a joué dans Kickboxer 2, 3 et 4, qui joue le frère oublié de Jean-Claude Van Damme. Je l'ai déjà dit souvent à l'émission, dans le premier Kickboxer, Jean-Claude Van Damme dit qu'il a juste lui et son frère et qu'ils n'ont pas... C'est souligné. Et dans le 2... Ils ont un troisième frère. Moi, j'ai appris ça en 97, 96, puis je suis encore en tabac. Et là, lui, il joue un cyborg et tue tout de suite des étudiants au début. Puis en plus, ils nous disent qu'en 99, les écoles sont maintenant des prisons. Fait que là, c'est comme des étudiants, mais avec des costumes orange de prisonniers. Puis, sont méchants, je sais pas trop. Puis là, à un moment donné, on sort complètement les gens de pas méchants, ils apprennent plus rien. C'est vraiment pas clair. Le lore est pas tête. Non, vraiment pas. Et on sort pas mal des écoles assez rapidement parce que là, notre cyborg est un peu obsédé par une autre professeure qui, elle, se fait menacer par un étudiant qui ressemble à Elias Koteas, mais c'est pas lui. Puis, ce qui arrive, c'est que finalement, le cyborg n'est pas un cyborg. Il était juste un peu fou. Ils font un Caroline Néron à la fin du film aussi. Ouais, c'est ça. Et aussi, ce qui est très décevant, c'est que les meilleures scènes d'action sont des scènes de flashback du deuxième, où on voit des cyborgs, puis des explosions, puis des effets spéciaux. Et là, ça finit avec une bataille, une fusillade dans un concours de paintball. Puis là, il y en a une couple qui ont des vrais guns, puis c'est ça. Et puis, j'étais déçu parce que c'est réalisé par un certain Spyro Razatos, qui est un gars qui a fait énormément de... coordonnateur de cascade, je pourrais dire, ou c'est un cascadeur, mais qui filmait des cascades ou qui organisait les choses pour PM Entertainment. Fait que je me suis dit, au moins, ça va exploser, il va y avoir des affaires. Puis ce gars-là, maintenant, a fait, il travaille pour les Fast and Furious, puis il a fait les Captain America aussi. Wow. Mais fait que je m'attendais à ce que ça soit comme au moins de l'action puis des explosions, quitte à ce que l'histoire soit plate, mais finalement c'était vraiment décevant. Donc voilà pour Class of 1999 2. Et le dernier film qui est le meilleur, je dirais, de la gang, c'est Pentathlon. Que à chaque fois que je vois le mot, j'ai le goût de dire pantalon, mais c'est pentalon, l'affaire de plusieurs sports là, dans une compétition. Oui, c'est 1994 et c'est réalisé par un certain Bruce Malmuth qui a fait entre autres Nighthawk avec Sylvester Stallone, Rutger Hauer et Billy Dee Williams et qui a fait Hard to Kill avec Steven Seagal. Et celui-là met en vedette Dolph Lundgren. Dolph Lundgren en 94. Donc, tu sais, c'était une couple d'années après Rocky, mais c'est avant sa grosse période direct en vidéo. Fait que, tu sais, sa carrière est encore un peu intéressante. Puis là, Dolph Lundgren joue un athlète de l'Allemagne de l'Est qui, pendant les Jeux olympiques, je me souviens plus, je pense de Séoul, s'enfuit en fait de l'Allemagne de l'Est pour rejoindre l'Amérique. Mais en s'enfuyant, il se fait tirer dans la jambe par évidemment un agent. Je sais pas, c'est pas le KGB parce que c'est pas des Russes, là, mais en tout cas. Des méchants.
Puis là, quand on le retrouve plusieurs années plus tard où sa vie, elle va pas super parce que justement, il boite puis il peut plus faire de compétition. Puis là, il travaille dans un diner, puis là, son boss se rend compte, hey, c'est le gars qui a fait les Olympiques puis qui a gagné des médailles. Je vais essayer de le motiver à se réentraîner. Fait que là, il devient son entraîneur. Mais pendant ce temps-là, son entraîneur allemand, qui était tyrannique, je dirais, avec lui, c'est parti un groupe de terroristes néo-nazis. Excusez, c'est vrai, fallait pas que je dise le mot. Va-tu se faire flaguer? Ben, c'est ça. Je sais pas, ouais, ça se peut. Fait que c'est ça, lui, il s'en va aux États-Unis essayer de se venger contre Dolph Lundgren et de faire un assassinat politique. J'ai bien dit s'assassinat. Comme mettre ses pentaclons. Oui, exactement. Puis une de ces... comment on appelle ça? Pas ça. Son sport, en fait, ça... une de ses disciplines. Hein? Discipline, merci. C'est l'escrime, fait que vous pouvez être sûr qu'il y a un combat d'escrime contre des méchants. Fait que c'est ça, c'était comme divertissant, surtout au côté de l'histoire, comment que ça va. C'est over the top, mais c'est pas non plus un grand film. D'accord. Rappelle le titre, s'il te plaît, à la fin pour qu'on puisse... Pantalon. Non, le premier, c'était Strip Search. Le deuxième, Class of 1999, To the Substitute. Et après, c'était Pentathlon. Merci, Simon. On va y aller avec notre pantalon à nous. Le mouillé. Qui n'emporte pas à la maison, on vous le rappelle. Mouillé du cul, on se rappelle. Oui. Je vais aussi vous suggérer un... J'ai fait un double bill. C'est un bon titre de film, ça. Ah ouais? Oui, c'est une catégorie. Mouillé du cul, oui. Je l'ai vu, celle-là. Ouais. La fin vous surprendra. Pas tant que ça. J'ai fait un double bill de films accidentels, de courts-métrages d'animation weird qui se passe au fond de l'eau. OK. Je dis que j'ai fait un double bill, mais je vous encourage à le faire. J'ai fait un double bill, pas sur la même journée, fait que je pense pas que ça compte. Non. Bref, ouais, c'est ça. Le premier s'appelle Le Trésor des Grottes Océans, qui est un film de l'ONF, réalisé par le Simon, c'est toi qui vas me dire comment prononcer, Holdman. Ah, merde. Oui, écoute, je vois son nom souvent dans mes affaires. Oui, ben c'est ça. Il a fait plein de films. Ouais. Hodeman. Il y a beaucoup de là-dedans. Je sais pas trop comment les prononcer. Un gars qui fait beaucoup de courts-métrages de stop-motion, notamment une série avec un petit ours qui s'appelle Ludovic. Mais là, c'est pas un petit ours, c'est... Les Grottes Océans, c'est des genres de pieuvres qui sont dans le fond de la mer. C'est un film muet de à peu près une quinzaine de minutes de 1980. Puis en gros, c'est des pieuvres qui cherchent un trésor et il se passe des aventures et ils font de la gigue dans un gros party de pieuvres. Tout ça dans des bonhommes. C'est comme du genre d'affaires qu'on a vu à 8 ans. Aujourd'hui, dans l'âge adulte, on n'est pas sûr si on l'a vu pour vrai. Là. Ben oui, c'est vraiment ce feel-là. Puis c'est tout... écoute, je sais pas si c'est du stop motion, mais pas de pâte à modeler, mais de feutrine, genre. Ouais. Fait que c'est super beau, c'est très coloré, c'est comme des pieuvres rouges qui ont l'air toutes douces dans un fond de l'eau, comme un peu onirique, avec plein d'affaires qui se passent. Il y a comme une société d'autres pieuvres secrètes qui ont l'air de kidnapper du monde. Pas trop clair qu'est-ce qu'ils font. Tout ça a l'air louche, mais il faut comme infiltrer leur base pour retrouver un de leurs trésors qui est comme une bouteille vide. Là. Comme un film qui a déjà, en 80, une espèce de discours un peu écologique sur comment on pollue nos océans. Comme quoi... Et depuis, on a tout réglé. C'est ça. Et... on n'a pas assez parlé, puisqu'on doute encore qu'on fait ça. Fait que, pour vrai, c'est super charmant, c'est doux, c'est le fun. Puis, je vous le conseille beaucoup. Et je vous conseille d'écouter ça avec cet autre film que j'ai vu cette fois-ci sur Tubi. Merci, Tubi. Merci, Tubi. Un film de 1971, cette fois-ci, qui s'appelle, en anglais, Benny's Bathtub. Donc, la baignoire de Benny. J'en ai pas, moi, ici, juste une douche. T'en as pas, écoute. Le titre original, c'est Benny's Badekar, parce que c'est un film danois, qui est une
comédie musicale, celle-là d'une 40aine de minutes où un jeune homme qui m'a l'air d'habiter dans des espèces de cités un peu soviétiques, genre sous le communisme, va pêcher un tétard, puis après sa mère a dit « T'es dégueulasse, t'es plein de boîtes, va prendre ton bain », et là il suit le tétard passer le drain du bain, et là vit des aventures dans le fond de l'eau. Avec Under the Sea. Under the Sea. Des aventures incluant un policier crabe fasciste qui est vraiment comme obsédé par la loi et l'ordre, un homard barbier qui se fait chanter une chanson d'amour par plein de sirènes, pas de top, dans un film pour enfants. C'est l'époque, hein? Des squelettes de pirates qui font une longue chanson où ils s'ostinent sur laquelle de leur mère était la pire pirate épeurante, tout en se démembrant l'un l'autre. Wow. C'est vraiment, genre, je regardais ça, puis j'étais comme, man, le ciné-cadeau danois, il devait être quelque chose, là. Je sais pas s'ils ont l'équivalent, mais c'est genre comme les affaires qui devaient passer, puis que genre, tous les vieux danois sont comme, man, on a-tu vécu ça pour vrai? On m'a montré récemment un livre pour enfants, un conte, mais allemand, tu sais. Ouais. Puis sacrément, man, c'est comme c'est pas des affaires que t'es supposé présenter aux enfants. Là. C'est dark. Là. Ouais. Fait que je sais que c'est pas danois, mais c'est. Ouais, mais voilà. Fait que tout cela, si vous faites ça un après l'autre, vous fait une bonne heure de films vraiment bizarres du fond de l'eau, d'animation, que je recommande chaudement. Rappelle donc les deux titres. Le Trésor des grottes océans, qu'on peut regarder gratuitement sur le site de l'ONF. Et Benny's Bathtub, dis-je, qu'on peut regarder gratuitement sur Tubi. Yes. Hein? Laurent, est-ce que tu as écouté ça un mardi? Possible. Parce que, est-ce que tu t'es fait un To Be Tuesday? Oh! Comme la tune des Rolling Stones. Ah, c'est peut-être ça. Oui, OK. Ben non, mais maintenant, je vais le faire tout le temps. Peux-tu le faire dans ton bain? Écoute, tu sais, prendre des bains à notre âge et notre corpulence, là, ouais. dans les baignoires, les baignoires de Montréal, les vieilles baignoires qui ont plus d'émail. Pas une expérience intéressante. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai assez beaucoup plus de peau que d'eau. Ben, c'est ça. J'étais comme, tu sais, t'as de l'eau à mi-cuisse, là, puis t'es comme, il n'y a plus d'eau. Parce que le bain, moi, je trouve qu'une fois que t'es installé, moi, je suis déjà tanné, tu sais, genre comme, OK, c'était ça, tout ça pour ça, mais là, ce que je fais, là. Fait que non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. D'accord. Mais je vais peut-être regarder Tubi tous les mardis. Il y a en masse de stock. Une nouvelle Tubi tradition. Pour me toffer ça longtemps. Prendre un bain, c'est probablement ce que Laurent va faire après la prochaine édition du Festival BD Montréal. I wish. Hein? Parce que ça s'en vient à grands pas. Hein? Es-tu prêt? Tu vas avoir le temps? Je suis prêt. Parce que d'habitude, t'es bien occupé. Oui, bien occupé après, quand c'est fini, normalement, je prends le temps, mais non, je suis pas prêt. Parce que c'est les 15, 16 et 17 mai prochains, Laurent, ça s'en vient très vite. Ça arrive à grands pas, hein? Oui. C'est dans même pas un mois. C'est même pas un mois. À 15e édition, c'est fou, là. Je me souviens encore de la première dans le parc La Fontaine quand il pleuvait, puis on essayait de se protéger de la pluie sous les auvents. Ouais. On a eu du plaisir. Les 2-3 premières éditions, c'était beaucoup de pluie au rendez-vous. Puis depuis qu'ils sont sur Saint-Denis, absolument, on s'en tire quand même très bien. L'année passée, il y a quand même plu. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Donc, je vous le rappelle, le festival a lieu sur Saint-Denis, entre les rues Guilford et Roy, ici à Montréal. 1,2 km d'activités, de kiosques, d'autrices, d'auteurs de bandes dessinées. Il y a plein d'affaires pour tous les goûts, pour les gens qui connaissent la BD, pour les néophytes. C'est vraiment un super de bel événement. Mais malgré la croissance du festival, parce qu'ils ont quand même eu une importante croissance dans les dernières années, l'événement fait face à des enjeux financiers. Là, je vous révèle absolument rien. Ça fait partie du communiqué que moi j'ai lu. Et donc, en plus de leur campagne annuelle de dons, dont ils invitent les gens à donner des dons directement au festival, ils viennent de lancer un encan virtuel qui est accessible directement à partir du site du festival, de Festival BD Montréal. Donc, c'est ça, un encan virtuel sur lequel vous allez pouvoir miser sur des planches, des illustrations originales, des rencontres avec des auteurs, des autrices de BD, des costumes, des sorties culturelles, même des sorties au restaurant et plusieurs trucs. Au courant des prochaines semaines, il y a d'autres produits qui vont être ajoutés. Donc, vous avez jusqu'au 3 mai à 11h, 23h59 pour miser. Et le lien pour accéder à tout ça, autant le don que le lien de l'encan, c'est sur fbtm-mcaf.ca. Tu bidé sur des affaires? Non. Il y a des belles affaires. Il y a des belles affaires. Toi, as-tu bidé sur quelque chose? Mais je lurk.
Qu'est-ce sur quoi tu lurques en même temps? Ben, il y a des affaires, tu sais, il y a la couverture de U-Town de Cannes, entre autres. C'est un beau morceau. Des planches de Samuel Quentin. Il y a de l'art original de Julie Doucet. Je pense pas que j'ai déjà vu ça accessible dans ma vie. OK. C'est quand même, quand même des beaux. Puis là, la Mélanie, la présidente du festival de bande dessinée, m'a confirmé que le jacket qui vient du film Ville et Misérable ne me ferait pas. Ah, parce qu'il est en vente? J'ai pas vu ça dans les items. Oui, dans les items, il y a un jacket de... J'ai oublié le nom, là, à brûle-pourpoint, mais l'espèce de police des Angélique, des livres. Là. Il y a un jacket de ça qui vient du film. Excellent. D'ailleurs, Mélanie, c'est sa dernière année au FBDM. Puis je vais la recevoir en entrevue pour parler de son expérience alors qu'elle tire la révérence au festival. Elle remet ça quand même entre les mains de son équipe. Donc, 15 ans pour le Festival BD Montréal. Puis ça s'en vient les 15, 16 et 17. Allez voir le site Internet pour pouvoir miser ou faire un petit don pour que le festival revienne en forme l'année prochaine pour une 16e édition. Toi, est-ce qu'il te restait quelque chose, Simon? Je peux juste vous faire un petit check-in sur où je suis rendu dans les X-Men. Oui. Parce que je continue, bien sûr, à lire et je suis dans la période Morrison-Claremont. Fait que t'es début 2000. Ouais, je pense que 2003-2004, je suis un peu rendu là. Il y a d'ailleurs dans New X-Men de Morrison, je suis rendu à la première apparition de Quentin Quire. Nice. Ce asshole qui va devenir... en tout cas, la version Morrison de Quentin Quire est vraiment... haïssable. Ouais, c'est un petit baveux. C'est un baveux, mais aussi très... je sais pas, il est très incel dans son personnage. Aussi, il y a Extreme X-Men de Clash Claremont, il y a Uncanny X-Men, que j'arrive à la fameuse run de Mike Carey, qui est... je dis fameuse parce que est infamous. Les gens l'ont pas aimé. Ouais, c'est ça. Surtout pour, semblerait l'histoire avec qu'on revisite l'origine de Nightcrawler. Donc, je vais lire ça. Je suis quand même curieux parce que ça me disait rien quand j'en entendais parler. Fait que j'ai hâte de lire ça. Wolverine, on vient de changer d'auteur. C'est Frank Thierry. Et là, Wolverine se mêle d'histoires de mafieux new-yorkaises et devient un enforcer pour un mafieux, mais évidemment, il y a Anguille sous roche. Il n'est pas supposé faire ça. Il y a un plan derrière la cravate. Puis il y a la série, je pourrais te dire anthologique, mais c'est comme une série que c'est souvent des one-shots qui viennent ponctuer des bouts dans l'histoire à mesure que ça avance, qui s'appelle X-Men Unlimited. Mm-hmm. Et là, on a 2 numéros qui nous montrent qu'est-ce qui se passe avec Kitty Pryde dans cette époque-là, parce qu'elle n'est pas dans les livres, on la voit pas, là. Les teams de book, en tout cas. Hey, tu vois, je lis tellement en anglais que j'ai les termes anglophones, puis j'essaie de les traduire à mesure, puis j'ai de la misère, mais... Les livres qui mentionnent des équipes. C'est ça. Ouais. Là, elle est retournée à Chicago étudier, mais les 2 numéros que j'ai lus mènent à une série qui s'appelle Mechanics de Clash Claremont, qui focus sur Kitty Pryde. Et on a aussi la série Weapon X, où là, c'est évidemment des mutants méchants ou anti-héros qui sont dans un organisme qui font le ménage de certaines affaires. Et moi, en fait, ce qui me fascine là, quand je lis ça, c'est que évidemment, le titre fort, c'est celui de Grant Morrison, mais quand même, tout se tient au niveau du récit. Tu sais, même si on switch de titre, il y a comme une logique dans certains personnages. Pourquoi ils sont pas là? Ah ben là, c'est parce qu'ils vont apparaître dans telle série. Fait que tu sais, côté éditorial, je trouve que c'est quand même bien. Mais là, aussi, tu sais, j'ai retravaillé un peu ma liste, puis j'ai mis les trucs qui s'en viennent que je dois lire. Ouais. Et là, je commence à voir des choses que j'ai lues à l'époque.
Et là, tu sais, je vois... à un moment donné, je vais arriver à Secret War. De Bendis. Puis là, évidemment, ça va mener à toute la run de Avengers que je vais devoir relire parce qu'il y a des personnages de X-Men là-dedans. Wolverine et je vais lire ça en même temps que les X-Men. Fait que, tu sais, je vais revivre un peu ma vingtaine, mettons. Fait que, non, c'est excitant tout ça. Fait que c'est là que je suis rendu. Est-ce que la liste sur le Discord est à jour ou sera mise à jour prochainement pour les gens? Donc, pour les classiques, en fait. Pour les classiques, les nouveaux, j'ai pas retouché à ça depuis quelques mois, mais éventuellement, je vais le faire. OK. Parce qu'on vous rappelle que Simon est en train de lire la run actuelle des X-Men et aussi, tu avais commencé avec celle de Claremont dans les années 70, puis tu remontes là, tranquillement, puis tu es rendu en 2003. J'essaie de tout lire. Il y a des affaires, par contre. Mais t'as passé à travers les années 90, je pense que t'es rendu invincible. Tu peux lire n'importe quoi. Il y avait de la crap les années 90. Chris, oui. Puis donc, dans le Discord des Mystérieux Étonnants, il y a un channel qui a 2 listes disponibles. Donc, Simon a mis des listes à jour pour vous si vous voulez lire, vous retrouver, parce qu'il y a plein de listes sur Internet, mais elles sont pas incluses. La tienne aussi n'est pas complète, mais je pense que tu as trouvé le cœur de ce qu'on a besoin de lire pour comprendre. Puis donc, Simon a fait une bonne job du travail pour vous autres. Donc, si ça vous intéresse, allez regarder dans le Discord, liste de lecture, il y a la liste pour les X-Men classiques et les X-Men contemporains. Qu'est-ce qui te restait, M. Laurent? Une autre petite nouvelle que j'ai prise sur Variety, qui annonce qu'il y aurait une nouvelle série en production par la compagnie de Ryan Coogler, la même qui est en train de préparer des X-Files. Donc, ils ont signé un deal avec Disney+. Oui. Là, et le nouveau projet, c'est une adaptation de... On est tous un peu trop vieux pour ça, je pense, mais de la série de romans Animorph, qui était sortie chez Scholastic avec des jeunes qui se transforment en animaux. Qui ont d'ailleurs eu une parodie à Saturday Night Live de Animorph cette semaine. Cette semaine. Et l'acteur Simu Liu, je ne sais pas si c'est dans l'air du temps, mais c'est un gros fan des 60 romans d'Animorph. Je checkais les stats, là, c'est 54 romans entre 96 et 2001. De la série principale, parce que je pense qu'il y a des spin-offs. Mais Simu Liu parlait d'une capsule que j'ai vue sur Internet du lore des Animorph. Puis moi, je me souviens juste de la série télé qui était à petit budget. Là, puis on se rappelle que ça a entraîné une série de pochettes absolument affreuses et cauchemardesques dans laquelle un humain passait de plusieurs étapes, mettons, humain à chien. Puis c'était juste terrifiant. Oh mon Dieu. Mais c'est ça, il développe une nouvelle série basée là-dessus. Par un gars, il y a un gars qui s'appelle Brian Walcott qui écrirait et qui serait exécuteur productif. Il avait travaillé sur d'autres séries, mais il n'y a rien qui me disait rien, fait que j'ai pas noté. Mais c'est ça qui est... Ben oui, Brian Walcott. Ben oui, mais on en parlait l'autre fois, Simon puis moi, Colin. C'est ça, je pense que moi, je suis trop vieux pour avoir... Ouais, moi aussi. J'ai vu des snippets de la série, mais j'ai pas lu les livres et tout. Là, en 96, je sais pas, je lisais des Bob Moran, sûrement. T'étais plus sophistiqué, tu faisais des Dragon Ball. J'étais dans Tolkien bien à fond, probablement. Ah oui, probablement, c'est ça qui se passe. Puis, mais c'est ça, mais je sais que pour des gens un petit peu plus jeunes que moi, il y a beaucoup de nostalgie. Il y a chez Scholastic qui faisait les romans à l'époque, je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais ils sont en train de faire, c'est très récent, une série de bandes dessinées d'adaptation de ces... de Animorph aussi, avec un dessin, une esthétique plus en phase avec notre époque que les monstruosités qu'on a connues. Ah ouais, c'était très 90s comme... Mais quand même, je savais qu'il y en avait beaucoup, mais 54 livres en 5 ans? Ouais. C'est... Ah ouais. Puis je pense, tout écrit par c'était comme un couple. Catherine Applegate et Michael Grant. C'est l'époque des Goosebumps aussi. Là. Les enfants étaient noyés de ce genre de série-là. Voilà, fait que je suis quand même curieux de voir une série actuelle chapeautée par Ryan Coogler dessus. Je suis très curieux. Mon intérêt est piqué. Excellent. Restons dans nos vieilles bébites parce que tu parlais d'Animorph, mais moi je te parle de Robocop parce qu'il y a eu une petite mise à jour concernant Robocop parce qu'on vous en parlait en 2024 d'un éventuel retour de Robocop du côté de MGM Studios qui appartient maintenant qui appartient à Amazon. Et là, il y a eu une petite mise à jour dans un article de The Ankler, A-N-K-L-E-R,
qui jette un coup d'œil aux 6 premiers mois du dirigeant de Global Television chez Amazon, un certain Peter Friedlander, qui, en tout cas, dans le cadre de l'analyse, on remarque que justement le projet serait mais serait mis de l'avant. Donc, on parle d'une télésérie de Robocop qui serait portée en tout cas en pilote. Jadis, en 2024, c'est un certain Peter Ocko qui avait été rattaché comme showrunner. Un showrunner, on vous le rappelle, c'est comme une personne qui écrit, qui produit, qui dirige l'ensemble d'un projet télévisuel parce que ça prend au moins une tête dirigeante. Le chef éditorial. Exactement. Donc, c'était lui à l'époque et c'était James Wong à travers sa compagnie Atomic Monster qui était censé produire la série. L'acteur? Non, James Wong étant le producteur et réalisateur. James Wong, OK. Ouais. Est-ce que je mélange avec James Wong? Non, mais je parle du nez à cause de mon fin de rhume. Mais là, James Wong, en tout cas, ces deux personnes-là, on ne sait pas s'ils sont encore attachés au projet parce que c'est pas spécifié dans l'analyse de Yankler. Pardon. Mais aussi, Atomic Robot s'est jumelé à Blumhouse. Donc, il y a des choses qui ont changé depuis dans les coulisses. Et je ne sais pas si c'est une suite. Je serais très curieux de voir un genre de Robocop des années 80 qui évolue d'un genre de Detroit City de 2027. Ça serait intéressant. Quand même. Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce qu'on se base sur Robocop pour en faire une nouvelle série? Je ne sais pas, mais sachez que ça s'en vient. Puis, très rapidos, là, parce que je voulais en parler pour Simon, parce que Simon, t'aimes les VHS? Right? Oui, je trouve ça pas pire. VHS guy. Il y a un certain réalisateur qui s'appelle James Colin Bressac. Ça dit quelque chose? Pas en tout. Il a fait un film d'horreur qui s'appelle Bethany, puis après, il a fait des films d'action. Bethany. Excusez, c'est Méthanie. Quoi? Oui, ça me dit quelque chose. Mais toi, t'as pas eu le câble, c'est pour ça que tu... Ouais. Il a fait Encore left out. Encore left out, c'est ça. James Colin Bressac a fait un premier film d'horreur qui s'appelle Bethany. Et après, il a fait des films directement sortis en DVD d'action. Il en a fait avec Van Damme. Il a fait dans les deux derniers films de... Il en a fait 2, avec Bruce Willis, à l'époque que ça allait pas super bien, puis il était en déclin. À l'époque, il faisait plusieurs films par année. Et là, c'est un retour aux sources parce que son prochain film qui s'appelle I Have Proof, c'est un film d'horreur. Mais quand je dis aux sources, c'est vraiment aux sources parce que le médium aussi revient aux sources parce qu'il filme l'entièreté du film sur VHS. Pour réaliser ce projet-là, il a acheté une trentaine de cassettes. Des cassettes de personnes, là, pas des cassettes vierges. Là. Donc, il veut garder le petit grain et les imperfections, la texture, tout ça. On a réenregistré par-dessus des vieilles émissions. Là. Des vieilles émissions, probablement. La fête de quelqu'un. La fête de quelqu'un. La première communion, les démons du midi. Moi, je veux juste voir si ça va être entrecoupé. Là, de bouts de démons du midi. De démons du midi, ça serait malade. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va avoir comme rendu. Je suis allé taper Bethany, ça va l'air de quoi? C'est sur YouTube, là, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, ça vole pas haut. Mais je suis curieux. Je suis curieux à voir ce qu'il va faire avec ça. Mais voilà. Puis sinon, rapidos, il y a une date de sortie pour Spaceballs 2. Vous le savez, c'est quoi? Oh non, c'est quand? Ça s'appelle... En fait, c'est sorti sur Instagram. Puis c'est très Spaceballs, là. La mention, c'était écrit « May the April 23rd de 2027 be with you ». Donc, ça sort le 23 avril 2027. OK. On a un peu plus d'un an à attendre encore pour la sortie de Spaceballs 2. Fait que c'est ça. J'espère que Mel va voir la première. J'ai pensé à la même chose quand j'ai vu la date. J'espère bien. C'est Caroline. Quelqu'un a un truc à rajouter avant de se laisser? Non, juste... le dernier épisode de Daredevil était vraiment bon. Oui? Ouais. Que c'est très... La première séquence avec Bullseye était... on en parlera une autre fois. Oui, j'allais dire de quoi qui était un mini-spoil, mais... Non, spoil pas. Je pense là encore. Rapidos, on va prendre une petite pause. Je vous rappelle 2 choses importantes. Si vous voulez laisser un message vocal, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Comme Thierry, vous pouvez nous poser des questions par rapport à des trucs qu'on a parlé dans le cadre de l'émission, ou des choses que vous avez lues, que vous avez vues, pour vous trouver qui est intéressant. Ça peut être des suggestions, n'importe quoi. On veut vous entendre. Si le message est acceptable, on va le passer en ondes, bien sûr. Sinon, le deuxième lien qui est aussi dans le descriptif de l'épisode, c'est notre lien vers le Patreon des Mystérieux Étonnants. C'est ce qui garde les lumières allumées. Donc, tout le monde et sa mère ont maintenant un podcast et un Patreon. Sachez que sans l'apport de nos Patreons, on ne peut pas continuer à faire les Mystérieux Étonnants. Donc, en échange de votre contribution, on ne vous demande même pas de faire quelque chose de gratos. Là.
de juste dépenser puis de rien recevoir en échange, vous avez des goodies. Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon. En ce moment, je suis dans un cycle de Astérix Obélix avec notre auditeur Blaise qui fait une recherche incroyable. Les gens qui écoutent le podcast aiment beaucoup ce que Blaise nous a amené parce qu'il y a tout le côté français, la culture française que moi, je veux dire, je suis pas français. Des fois, il y a des gags qui me passent par-dessus la tête, des visages que moi, je reconnais pas, qui sont en fait des caricatures d'acteurs, de personnages de l'époque. C'est vraiment fascinant de passer au travers tout ça avec Blaise. Des fois, je sais pas. Je vois passer, Facebook qui te montre plus rien auquel tu es abonné, mais te montre des affaires adjacentes. Fait que j'ai beaucoup de groupes de genre les amoureux de la bande dessinée qui pop dans mon feed. Là, il y en a qui sont genre les amis d'Astérix. Et là-dedans, il y a tout le temps comme quelqu'un qui est comme pouvez-vous m'expliquer ce gag-là? Peu importe, là. Puis que là, tu sais, comme les gens, ils sont quand même, ils répondent, puis tout, mais je suis comme, pour vrai, là, comme une monnaie, tout ça va se perdre parce que c'est tellement genre. C'est très précis. Ceci est un gag sur un jingle publicitaire de 1963, genre. Puis comme, déjà là, ça serait plus. Comment j'aurais pu le savoir? Impossible. Si c'est une référence à un jingle, c'est déjà plus accessible. Des fois, c'est dans la tournure de phrase, ça fait référence à quelque chose qui s'est passé à cette période-là. Mais ce qui est génial, c'est comme moi je les lis pour la première fois, les Astérix Obélix. Je les découvre en même temps qu'on passe au travers. Puis Blaise, il y a comme un filtre. Là. Pour vrai, il y a des notes sur toutes ces affaires-là. Wow. Ça amène vraiment un niveau de connaissance qui est incroyable. Donc, quand vous vous abonnez au Patreon, vous avez accès à tous les épisodes de Bifurcation. Il y en a presque 200. Il y en a 190 épisodes pour l'instant de Bifurcation. Puis là-dedans, il y a les cycles que je fais avec mes amis Guy, Rémi et Antoine. On va revenir bientôt avec des films sur David Bowie au cinéma. Mais là, on est en Astérix et Obélix en ce moment parce que Rémi est en France. Puis je pense que même si vous n'avez pas lu l'album, non, il est revenu puis il est reparti. Si vous ne connaissez pas les albums, je pense que ça vous intéresse pas, je pense que ça peut quand même vous intéresser à cause du côté historique de la chose, qui est super intéressant. Et puis ça vous intéresse pas. Ben là... Moi... On arrive dans le creux, là. Ça va être tough pour Astérix Obélix dans pas long. C'est encore une bonne run. On va parler de l'album avec l'extraterrestre. Pour moi, les gens qui sont au-dessus d'Astérix, là, c'est comme les snobs qui sont comme... qui trouvent que les Beatles, c'est poche. Là. Je crois pas à ça. T'es pas meilleur que aimer ça, les Beatles. Je vais dire quelque chose de peut-être un peu qui va te déplaire, Laurent, mais je sais pas si je sais pas si j'aurais été en mesure d'apprécier autant ma lecture si Blaise n'était pas là. C'est ça qui est formidable avec Astérix, c'est que même si t'es pognes pas toutes, t'as du fun pareil. J'ai du fun. C'est un plaisir de... Tu sais, moi, il y en a plein là, que j'ai lu, tu sais, je m'en pogne une fois de temps en temps, puis tu sais, que j'ai pas relu depuis 20 ans. T'es comme... à la librairie, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis là, des fois, je suis comme, celle-là, c'est clair que je l'avais jamais pogné. Genre, ça te prend... c'est ça. Mais tu sais, ça m'a jamais dérangé avant. Mais moi, je l'ai pas l'assise émotionnelle d'Astérix Obélix parce que je les lisais pas quand j'étais jeune. Fait que ça... Oui, mais c'est pas grave, ça. Par contre, dont on a parlé, qui est disponible depuis vendredi dernier, c'est Astérix et le chaudron, parce que c'est le seul Astérix qu'on avait chez nous. Puis je me souviens de la pochette qui était iconique. Puis là, la semaine prochaine... Il y a un chaudron. Il y a un chaudron. Il y a un chaudron plein de scènes. Plein de scènes dedans. Puis celui qui sort cette semaine, ce vendredi, là, vers la fin de semaine, en Hispanie, qui est aussi très cool. Fait que vous avez celui que je connais tous mes Astérix dans... Non, ça, c'est en Corse. C'est en Corse, c'est plus tard. Ça. Je connais tous mes Astérix dans l'ordre. Oui, c'est vrai. Je trouve ça, je ris, mais c'est pas drôle, je trouve ça cool. Puis on a aussi des épisodes là, de Noël chez Isidore, Terre humaine chez Isidore et Terre Kaiju. Noël chez Isidore, c'est pas quoi avec ça, Simon? Est-ce que tu sais si ça revient d'ici Noël prochain? Vous serez surpris de checker vos feeds dans quelques semaines. D'accord. Wow, excellent, super. Hâte d'entendre ça. On va fêter le bye-bye 95 au mois d'avril. Écoute, il n'est jamais trop tard pour le bye-bye 31 ans plus tard. Là, ça, en plus, vous arrivez dans les bye-bye dont je me rappelle des snippets, genre. Ouais, moi aussi. Tu sais, comme l'épisode précédent, vous avez parlé de sketch, puis j'étais comme, ça, je me rappelle. Il y avait le sketch d'Obélix et Astérix. Oui, c'est vrai. Exactement. On est sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify. Attends, j'ai oublié de dire une affaire. Vous avez aussi accès au Discord quand vous donnez aux Mystérieux Étonnants. Puis quand vous donnez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme. Je vais vous envoyer un lien vers le Discord. Et la semaine prochaine, dimanche, on écoute Dynasty
Pas la série Dynasty, sinon je suis désolé de savoir. Ouais, mais le dernier événement de AEW sur le Discord, c'est une belle communauté. Donc, là, s'il faut que je réécoute toute Dynasty pour aller sur Discord. Là, non, inquiète-toi pas. On est sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site internet. Si c'est pas dans le fil RSS, allez sur notre site internet mystérieuxétonnant.com puis l'entièreté des archives ou presque sont là. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de désinformation. On est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec de la grosse tapoche de super-héros, toi chose. Yeah. Superman, Spider-Man. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit de Superman, Spider-Man, disponible chez DC Comics et Marvel Comics. Quoi? C'est un one-shot qui aura une suite éventuellement du côté de... qui va s'appeler Spider-Man Superman cette fois-ci. Le nom incroyable qui va sortir le 22 avril 2026. Donc, beaucoup de tapoches en perspective de collaboration entre deux super-héros les plus iconiques de la bande dessinée américaine. Et donc, dans ce one-shot, on parle d'un single, un single issue. Il y a plein de petites histoires par différents auteurs. Je vais vous les mentionner rapidement. Papa, on va parler peut-être de certaines histoires davantage. Le premier, la plus longue d'ailleurs, la première histoire, c'est Superman Spider-Man de Mark Waid et George Jiménez. On a Lois Lane and Mary Jane de Tom King et Jim Lee. On a Pages de Sean Murphy qui signe le scénario, mais aussi le dessin. Ça, je l'ai trouvé drôle parce que je l'ai compris juste en le lisant à voix haute. Jimmy Con Carnage. De Matt Fraction et Steve Lieber. The Bridge, Jeff Lemire et Rafa Sandoval. Bias de Greg Rucka et Nicolas Scott. Et la dernière histoire, Blind Date de Gail Simone et Belen Ortega. C'est ça, voilà. On va spoiler en dernière partie d'émission, quoique je pense pas qu'il y ait tant de matériel à spoiler. Non, ça va vite. Ça va très, très, très vite. Ouais. Mais sachez que vous êtes avertis. Puis bon, c'est sûr que la deuxième partie, qui ne sera pas une suite, là, on s'entend, ça sera juste une autre série d'histoires qui mettra en vedette Spider-Man et Superman. Il n'y a rien là-dedans qui suit, il n'y a rien qui est canon. On prend pour acquis souvent en fait que Spider-Man et Superman se connaissent probablement d'une autre aventure parce qu'on n'en est pas à leur premier crossover. Il y en a eu dans le temps aussi. Ouais, j'ai même le gros fascicule, le style journal, il était sorti il y a peut-être un mois et demi de ça. Même plus que ça, en fait. Une super bande dessinée. Donc, c'est ça, la première histoire principale, on a Superman et Spider-Man qui affrontent deux de leurs héros iconiques. On a Doc Ock et Brainiac qui font équipe. Dans Lois Lane et Mary Jane, on a Tom King et Jim Lee qui mettent en scène une Mary Jane et Lois Lane qui ont une conversation alors que leur douce moitié combattre des héros sur un pont qui est en train de s'effondrer. Mais là, j'ai eu l'impression que Jim Lee s'est dit « Hey, moi, je veux dessiner Gambit. » Parce que Gambit est là. Gambit est là. Beau. Il est glorieux. Toujours aussi beau. Je pense que Jim Lee, là, qui est chez DC depuis longtemps, là, ça il tentait de dessiner un Gambit. Parce qu'il est dans toute sa gloire là, sur un top de char avec ses belles cartes. Dans Pages, on met en vedette un Spider-Man, de 2099, qui fait la connaissance d'un Superboy qui appartient à l'espèce de... J'oublie tout le temps le nom de la société des super-héros du 31e siècle. Là. Et un Batman Beyond, qui est tout présent dans l'esthétique de Sean Murphy. Dans Jimmy Con Carnage, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'en réjouir, mais Jimmy Olsen se fait massacrer par Carnage. Puis c'est pas mal ça qui se passe en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe dans cette scène. C'est super cool. Dans The Bridge, on a quelque chose d'un peu plus émotif où tu as l'oncle Ben et Jonathan Kent, les deux pères symboliques de Superman et de Spider-Man, qui se rencontrent lors d'une forte averse qui a amené l'effondrement d'un pont pas loin de où ils traversaient. Dans Bias, on a Greg Rucka et Nicholas Hoult qui mettent en scène un genre de débat entre Lois Lane et J. Jonah Jameson, alors que Clark Kent et Spider-Man, Peter Parker, observent ça dans l'ombre. Et dans Blind Date de Gail Simone et Belen Ortega, on laisse de côté Spider-Man et Superman. On team up, comme on dit bien en français. J'ai mué. The Punisher et Power Girl. C'est une petite histoire qui est assez sympathique. Ça se peut qu'il en manque un, celui avec Superboy Prime et Spider-Man?
Oui, t'as raison, mais je pense que c'est dans Pages. Okay. Non, c'est pas dans Pages. T'as raison. Caroline, je l'ai perdu. Je l'ai pas noté d'abord. Mais il y en a beaucoup là, pour un score numéro. Pas un score numéro, ouais. Je suis désolé, je les ai. Je serais allé chercher le numéro tantôt au pire aller. Mais oui, aussi une de mes histoires favorites après celle de Superman de Mark Waid et George Jiménez. Rapidement, là, les gars, là, parce qu'on ne pourra pas rentrer full dans les détails, là, c'est quand même très, très court. Avez-vous aimé ce crossover-là? Commençons par Simon qui est à sa maison. J'ai trouvé ça intéressant. Au début, c'est un peu déstabilisant parce que tu te demandes... tu sais, je savais pas trop c'était quoi. Fait que quand je l'ai commencé, je me suis dit, OK, ils se connaissent. Je sais que ils s'étaient déjà rencontrés, mais c'est le fun qu'il y ait une suite à ça. Mais finalement, c'est pas... C'est ça, c'est pas une affaire de multiverse ou tout, là. Fait que ça m'a un peu déstabilisé, mais l'histoire, j'ai aimé ça. Mais je pense que ma préférée, ça a été Power Girl puis le Punisher. J'ai fait comme, ah, cool, il s'en va fourrer, c'est le fun. Oui, c'est très, très, très clair ce qui s'en vient. Là, ouais. Bon, toi, de ton côté, là. J'ai pas beaucoup de lore de DC. Oui, c'est vrai. Dans moi, fait que j'ai l'impression que la plupart en tout cas des courtes histoires m'ont passé par-dessus la tête. Sûrement celle de Superboy d'ailleurs, qui est heavy dans le lore de Infinite Crisis début 2000. Ouais, ça, puis genre Superboy, moi, j'ai pas compris Superman Prime, je suis comme tous ces genres comme. Moi, j'étais super content. Ben, je comprends, mais ceci, tu sais, comme clairement, ceci ne s'adressait pas totalement à moi. Ceci dit, j'ai trouvé la take de l'histoire principale, justement, où on embarque tout de suite dans le truc, puis ils se connaissent déjà. Ouais. J'ai trouvé ça ultra rafraîchissant. J'étais comme, tu sais, comme on en parle souvent, des crossovers, on le sait. C'est tout le temps, genre, ah non, là, comme, ah, t'es qui, toi, là, il se tapoche. Ah non, finalement, on était du même bar, puis tout, c'est tout le temps. Il y a un portal. Oui. Puis là, c'est juste comme, non, les voici, sont dans la même ville, ils chillent ensemble, quelque chose se passe, ils travaillent ensemble. J'étais comme, ça, c'est nice. Ça, j'aime ça. Je suis comme, je peux pas dire, c'est ça, il y a plein de, tu sais, ce genre de produit-là, c'est le festival du Easter egg, ce qui est bien, puis que moi, en tout cas, je n'ai échappé une coupe, mais j'ai apprécié ce ton-là qui est très différent de tous les crossovers que j'ai lus, là, en oubliant, tu sais, parce que pour moi, on dirait que l'association est pas évidente dans le sens que Superman puis Spider-Man, pour moi, c'est pas le même range, c'est pas le même niveau. Super-héros, tu sais, c'est comme l'homme le plus fort Thor, mettons. Ouais, genre, comme je trouverais que ça serait une association plus logique, là. C'est comme si... en tout cas, je trouve que c'est déstabilisant, mais je trouve que ça s'est fait de façon super fluide et agréable, quand même. Ouais. Ben, je vais aller dans ton sens, Simon et Laurent. Je trouvais que c'était fluide, agréable et c'était très rafraîchissant de commencer avec une histoire qui était... on était déjà dans l'action. Tu sens même qu'il y avait une connivence dans le dialogue. Là. Ils se taquinent un peu, ils se connaissent un peu. Qu'importe de où ça vient, cette connivence-là, on n'a pas besoin de la connaître. Est-ce que c'est une référence à la série, le premier crossover qu'ils ont eu il y a plusieurs années de ça? C'est rendu là, c'est pas important. Puis même, je trouve que le type de crossover qui est proposé dans ce numéro-là, puis je vais être curieux de voir dans le prochain qui sort en 22, le 22 avril, ils l'ont mieux réalisé que celui de Deadpool Batman, où là, justement, il y avait une affaire de super dimension, de trucs qui se rencontrent, puis il y avait plein d'histoires, puis c'était je trouvais que c'était bien, je trouvais ça cool de voir une association DC Marvel, une première en plusieurs années, mais en termes d'histoire, le rendu, j'étais pas particulièrement excité. Tandis que là, j'ai trouvé mon compte, j'ai vraiment aimé la première histoire comme vous autres, l'histoire avec Superboy Prime, parce que ça faisait référence à une période de comics comme moi j'ai lu en 2006-2005 à peu près, celle de Sean Murphy, juste pour voir Sean Murphy dans son style très singulier, dessiné, Batman Beyond, dessiné, Spider-Man 2099, son Gotham City, ça c'était cool. C'est toujours beau. C'est toujours beau, exactement. Ils ont vraiment pris un all-star des dessinateurs et des auteurs quand même. Puis je trouvais qu'il y en a qui sont un peu plus faibles. L'histoire de Bridge avec Jeff Lemire, c'était bien, mais je suis resté un peu... Ça m'a pas fait filer les émotions que je pense que l'auteur voulait nous faire nous transmettre. Puis comme vous autres, on dirait que peut-être c'est parce que c'est le dernier numéro, puis on fait table rase, mais la rencontre pour l'histoire Blind Date entre Power Girl et
Punisher était super chill. Dans un bar rempli de super vilains appartenant aux 2 canons. Tout le monde y a mangé avec ta poche. C'était beau. C'est une belle petite collaboration. Le fait que ça amène, que le charme de Power Girl fonctionne sur Frank Castle. Ouais. Je trouvais ça le fun. Puis après, ce que le pauvre Frank a subi dans le Daredevil qu'on a lu il y a 2 semaines, moi, j'étais comme... son karma, c'est ça. Frank, il peut avoir une journée où est-ce que ça se passe bien pour lui. Je suis comme, il l'avait tough dans l'autre, mais OK, au moins. Il l'avait tough en maudit dans l'autre. Il y avait tous les membres arrachés aussi. Ouais. Simon, étais-tu là? Je me souviens pas. Non, je n'étais pas lu. Mais pour vrai, il faudrait que tu lises cette bande dessinée-là. Okay. Je pense que tu aurais du fun. Daredevil, Cold Day in Hell, c'est quelque chose. C'est ça peut-être un peu la critique, mais en même temps, c'est pas une critique, c'est une observation, disons. C'est que les histoires sont courtes. La plupart sont très courtes. Donc, on n'a pas le temps de vraiment développer, mais en même temps, ça nous permet d'explorer différentes propositions. Il y en a qui sont plutôt faibles. Je veux dire, autant que j'ai aimé le jeu de mots, là, mais le Jimmy Concarney, là, c'est littéralement Jimmy Olsen qui se fait tuer, puis après l'autre page, c'est Jonah Dimension qui blâme Spider-Man, puis ça finit de même. Je trouve ça c'est tout joke. C'est une joke, là, mais c'est 2 pages, 3 pages. Mais c'est ça. Ouais, c'est une bonne blague. Puis au niveau de l'édition, il y a 2 histoires. Celui avec Spider-Man 2099 où ça finit sur un splash page qui se dirige vers la caméra. Puis t'as la même chose dans l'histoire avec Superboy puis Spider-Man. Puis là, je les aurais peut-être pas mis back-à-back juste pour couper un peu la similitude dans les finalités, dans les fins. Ouais. Mais sinon, c'est le fun. C'est juste, j'ai vraiment trippé sur l'art. Moi, je suis un gros fan de plus en plus de George Jimenez. Je le suis sur Instagram. Il est super bon, ce gars. C'est beau, là. C'est tellement beau. C'est slick. Il fait un très beau Batman, un très beau Superman. Je pense qu'il a déjà été exclusif, s'il ne l'est pas encore, sur DC. Si c'est pas le cas, il va se faire pogner par Marvel à un moment donné. C'est un gars qui a un futur incroyable. C'est un jeune illustrateur. Ah ouais? Ouais. Je pense du Brésil, si je me souviens pas. Puis en plus, là, c'est un geek assumé, mais il est beau comme un cœur. Ça fait chier. Là. C'est lui Gambit. C'est lui Gambit. Oh, les amis. Ça, les amis. Moi, quand j'ai vu les Sentinelles, puis à un moment donné, il y avait Gambit aussi. Tu as vu le gant en premier, hein? Oui. Écoutez, ça, c'est venu me flatter dans le bon sens du poil. Moi, je tiens à signaler que tout ce qu'il dit en français fait quand même du sens. Oui, pour une fois. Pas si pire. Puis on le voit sur... Oui, excuse, mais c'est un petit aparté, mais je lisais Weapon X, puis dedans, il y a Aurora. Ouais, c'est ça, qui est la membre de Alpha Flight qui est québécoise. Okay. Et de la façon qu'elle parle, c'est un français qui ne fait aucun sens. Ça me rendrait... Ouais, c'est ça, je voulais envoyer quasiment toutes les bulles à Laurent, mais je me suis dit, il va se sentir attaqué. Là. Ah oui, ça t'énerve, ça? Et ça me... Surtout... Tu sais, si, mettons, ça date des années 70 à la rigueur, mais tu sais, dès un moment où Internet, là. T'as Internet, tu peux demander tu peux, genre, demander à un traducteur qui va être meilleur que ce qu'il est en train de faire, ou à n'importe qui sur Twitter, c'est sûr que t'as du monde qui parle la langue, genre, yo, ça se dit-tu, cette phrase-là, tu sais? Puis des fois, je suis comme... Non, mais Gambit est le personnage où ça apparaît le plus qu'ils savent pas ce qu'ils font dire. Là, parce que des fois, c'est... Tu sais, ils disent « man ». Ouais. Ils font dire homme. Non, on parle pas de même. Là, ça n'a pas rapport. C'est tellement littéral. Là, puis je suis comme, il y aurait tellement, genre... C'est tellement pas une grosse job de faire relire ça à quelqu'un qui peut te le dire. Mais Laurent, il me semble que dans l'apparition de Gambit, il manque une ponctuation. Il me semble qu'il y a une virgule qui aurait mérité d'être là. Non, mais peut-être, mais au moins, c'était comme... tu sais, je pense que... Aussi, Gambit, il y a son parler son slang. New Orleans. Souvent, c'est genre, tu vois ça, là, ça se passe en France, là, écrit « Mayday », tu sais, c'est comme « Help me », mais « Mayday », c'est comme... Non, c'est pas c'est pas ça l'expression en français. Mais c'est drôle parce que c'est lui qui fait descendre les sentinelles. Puis le moment où il le fait, en fait, parce qu'il faut qu'il atteigne des points très, très précis du sentinelle à la fois. C'est pour ça qu'il utilise ses cartes pour le faire exploser. Mais ça, on le voit même pas parce que le splash page qui le représente, c'est le top du char. Ça prend toute la place. Puis
Tu sais, je suis pas ni un fan, ni j'haïs pas Jim Lee, là, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est un style qui appartient à une certaine époque, les années 90, début 2000. Mais son Gambit, là, il s'est dit, j'aurais pas la chance de le faire en moins encore un. Il a mis le paquet. Là. Il l'a fait pendant des années, dans les années 90, puis il est déjà. C'est le fun. J'imagine que pour lui, c'était comme, enfin, je peux redessiner Gambit. Oui, c'est ça, exact. Mais j'ai bien aimé dans cette histoire-là où c'est Lois Lane et Mary Jane qui parlent, puis en tant que compagne de gars qui sont toujours au front, on s'entend, qui ont des histoires à avoir. Puis ce que je trouve intéressant, c'est dans les dialogues de Tom King, à quel point ils finissent par se retrouver. Ils ont des vases communicants. Il y a des choses qui se passent que les deux ont vécu. Puis l'action est centrée autour d'eux autres. Ouais, il est tout le temps nerveux quand il y a un pont. Oui, il fait référence à Spider-Man, il y a une histoire de pont. Mais c'est surtout ces histoires-là qui sortent du lot. Puis t'en as d'autres comme The Bridge. Je sais que t'as essayé de me faire sortir les larmes, mais je sais pas, ça n'a pas fonctionné. C'était quoi le Bridge? C'est comme Excuse-moi, tu l'as dit tantôt, mais là, je me souviens. Ouais, c'est Jonathan Kent et Uncle Ben qui sont sur une route. Puis là, probablement, je pense que c'est Uncle Ben ou un des deux, sa voiture tombe en panne, fait qu'ils sont dans le même char. Puis ils font un livre, puis là, ils arrivent à secourir des gens qui sont tombés en bas d'un pont, dans une rivière, là, puis ils vont les secourir. Puis là, c'est en fait la narration de Spider-Man et de Superman. Puis là, tu vois qu'en fait, il y a une comparaison à avoir. Les deux ont investi en eux des valeurs, puis une façon de penser. C'est bien. C'est juste, je trouve que c'était plutôt dans les faibles histoires. Ouais. Personnellement. Ouais, mais il n'y a rien qui overstays it well. Non, exactement. C'est trop court pour être chiant. Ouais. C'est vraiment bien. Moi, j'achète plus de single issue, mais un petit single issue comme ça, là, ça vaut la peine. Ouais. Quelqu'un m'a dit, notre ami Laurent Billot, qui est auditeur de longue date, qui est notre ami français, qu'on dit toujours, il m'expliquait qu'il y a plus de couvertures alternatives que de pages dans la BD. Donc, des couvertures alternatives qui vont en vedette d'autres personnages qu'on ne rencontre pas dans l'histoire. Là. C'est vraiment une autre histoire. C'est pas des histoires qu'on vous allez retrouver dans la BD. Il y en a pas mal. Ils font ça quand ils font des crossovers comme ça. Fait que moi, j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai eu du fun, je le conseille. Vous autres? Oui, mais peut-être attendez qu'il y ait un genre de compilation. C'est ça. Ouais. Ou si vous voulez acheter un petit single pour passer du temps aux toilettes ou dans l'autobus, là, ça se lit. Moi, je trouve... je sais pas pourquoi j'ai dit les toilettes en premier, là, mais bon. Les deux, ça se fait. Les histoires courtes, c'est bon pour les toilettes. Ouais. Moi, si vous êtes fan des persos, je trouve que c'est un des bons crossovers, mettons. C'est comme si ça vous parle pas, ça va pas vous convaincre, là, ni sur un ni sur l'autre, mais c'est recommandable pour ce que c'est. Parfait. Puis, tu sais, si vous voulez avoir des grosses histoires de crossover, il y en a déjà eu. Fait que ça se trouve. Fait que là, ça, c'est un petit bonus, le fun. Exactement. Ouais. Merci Simon, merci Laurent, merci à vous à la maison. La semaine prochaine, je peux déjà vous annoncer mon invité. Je reçois encore une fois Yannick Basile parce que, tu sais, il avait travaillé sur Marvel's Invasion, qui est un super jeu beat 'em up. Et là, il a fait aussi le jeu de Scott Pilgrim qui est sorti aussi chez Tribute Games, qui est un studio montréalais. Fait que j'ai demandé à Yannick, tu veux-tu revenir pour parler de ton jeu? Faut que la semaine prochaine, ça va être ça. Il y a un nouveau Scott Pilgrim. Il y a un nouveau Scott Pilgrim. XD, je pense que ça s'appelle. Ou EX, t'as raison. Ouais. Puis ça semble être quelque chose. J'ai hâte d'y jouer. On va en parler avec Yannick. D'ailleurs, si je vous laissez un message vocal... pour la semaine prochaine, une question pour Yannick, pour la gang de Tribute Games. Le lien est dans le descriptif de l'émission pour laisser un speedpipe, donc un message vocal. Puis je vous rappelle que vous pouvez l'écouter avant de l'envoyer. Sinon, on se voit, nous autres, dans 2 semaines. Mais moi, je vais être là la semaine prochaine. Moi, je ne serai pas là dans 2 semaines. Je vais être en Suisse. Qu'est-ce que tu vas faire en Suisse? On va dans un festival de BD en Suisse. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Faire la tyrolienne dans la gueule de Godzilla? Je vais peut-être faire de la tyrolienne, parce qu'il y a des tyroliens en Suisse, right? Vas-tu manger du fromage? Au sac, oui. Mais je m'en vais. Il y a une délégation québécoise qui s'en va au festival BD-Phil, puis ça a l'air que le libraire là-bas, il voulait aussi un libraire qui connaît sa BD québécoise. J'aime ça que, tu sais, genre, tu rencontres un homologue qui est similaire à toi, puis il a juste une grosse moustache, puis pas de cheveux. Mais vous avez comme le même gabarit, ça serait hilarant. C'est exactement moi, mais en Lederhosen. En salopette à short, là. Avec un petit chapeau, là. Ouais. Wow. OK. Bon, ben, je pense que quand tu vas être en Suisse, tu devrais t'acheter un costume de Lederhosen puis l'amener au Québec. Oui, c'est clair. Avec l'argent des Padrillons.
Ouais, ça dépend du taux de change. Là. Et le franc suisse est douloureux, je te dis. On va peut-être se garder une petite gêne parce qu'on a besoin d'argent au mystérieux en ce moment. OK, merci à vous autres. Faites attention aux autres. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Bye.